Salut à tout le monde, salut à vous enfants du soleil et bienvenue pour cette émission avec pour la deuxième fois comme invité Michael. Salut Salut à Michael, tous. ça fait plaisir de te retrouver parce que je sais que tu as bien bossé ton sujet Oui, et le sujet était très intéressant la dernière fois sur on va dire la cryptographie oui, hiéroglyphique. c'est ça. Et là on va partir sur un sujet toujours similaire. Mais Voilà, on va s'appuyer, enfin tu vas nous le dire, mais particulièrement sur les travaux d'un égyptologue en particulier qui s'appelait Schwaller de Lubitz, même si tu vas nous montrer qu'il y a peut-être d'autres égyptologues qui abondent un petit peu dans son sens. Et puis voilà, on va parler d'un sujet assez passionnant qui va s'appuyer notamment sur un temple de la 18e dynastie qui s'appelle le temple de Luxor, qui a c'est été ça. commandité par Amenhotep Améno- III et Ramsès, c'est ça? Ramsès II? C'est Ramsès II et Amenhotep III, c'est ça exactement. Voilà. Le fameux qui a eu comme fils quelqu'un qu'on appellera Akhenaton, C'est ça, qui s'appelait exactement. Amenhotep IV. Amenhotep Bref. IV. Voilà pour le sujet. Bon, bah, j'espère que je l'ai bien introduit. Si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas. Non, c'est très bien, très très bien. Ok, ok, super. Eh ben écoute, moi je te propose d'aller dans le vif du sujet. Alors je précise, voilà, cette émission, elle a été enregistrée. Elle est diffusée en première. Je ne sais pas encore si je pourrais échanger avec vous dans le chat pour cette émission. Ça va dépendre quand je vais la caser. Mais voilà, dans tous les cas, c'est pas un live. On est forcément un mercredi là, je pense, dans la retranscription. Mais je ne sais pas encore si je serai disponible dans le chat. À voir. On verra quand on la met. On verra ça. Ça, ça sera pour avril, du coup. C'est ça, C'est ça, ok. c'est ça. Allez, ben, je t'en prie. D'accord, bah écoute, voilà, bah, moi en tout cas, j'étais très content déjà de participer la première fois, donc du coup, pour la deuxième fois, en fait, ça va faire suite à la première vidéo qu'on a faite ensemble sur la cryptographie et donc ça va faire suite également à mon article du même nom, notamment, en fait, sur les anaglyphes. Voilà. Alors la transposition et la transparence, c'est une proposition de Schwaller de Lubix, donc qui avait fait ses observations dans un premier temps. Il faut savoir qu'il est resté 15 ans en Égypte et qu'il a, étudié le temple de Luxor pendant toutes ces années. Et il a fait des relevés, il a énormément étudié les bas-reliefs et donc ça lui a permis, si tu veux, de voir finalement qu'il y avait des, concordances, en tout cas des connexions entre, chaque bas-relief et quelque part donc une logique, un enseignement logique, en fait, et qui est attribué à chaque salle, à chaque fois. Voilà. Donc là, en fait, on va, donc pour le si tu slides donc sur la deuxième image, on va voir donc un égyptologue français du 19e siècle, donc qui avait, publié dans une revue, donc égyptologique et c'est lui qui a d'ailleurs, qui est allé c'est l'un des premiers en tout cas avec Maspero, qui est allé donc, dans le temple de Luxor et il a, alors il y a alors juste pour dire qu'il y a pas vraiment il y a 2 temples, c'est-à-dire il y a le temple de Luxor qui se trouve donc au sud et le temple de Karnak. Là, on s'intéresse particulièrement au temple de Luxor et donc donc ce Maxence de Chalvet, marquis de Rochemontex, est allé visiter, le temple de Luxor. Il y est allé plusieurs fois, il a fait des relevés lui aussi. Bon, c'était des premiers relevés, c'était, encore, voilà, la méthodologie n'était pas encore très, très, très efficace, mais quoi qu'il en soit, il a fait lui également, il a fait une observation, alors qu'il n'a pas approfondi comme Schwaller évidemment, mais il a fait une observation, très intéressante, surtout qu'il partait de l'optique que les écritures, c'est-à-dire donc tout ce qui était de l'ordre, des hiéroglyphes sur les bas-reliefs étaient secondaires. Pour lui, le plus important, c'était l'image.
C'était ça Ok. qui c'était sur ça qu'il fallait qu'il se Permets-moi de te couper juste 2 secondes. C'était dans quel état quand lui et Maspero ont découvert ce site? C'était quoi? C'était à l'abandon? Ça a alors été c'était restauré à l'époque? non, pas tellement, c'était plutôt, il y avait pas mal de ruines, en fait, hein. Alors, il y a plusieurs égyptologues qui sont venus par la suite, après Maspero, qui ont déblayé tout ça, mais il y avait encore beaucoup, beaucoup de salles qui étaient pas encore découvertes, il y avait encore des salles qui étaient enfouies. Voilà, si tu veux, c'était le temple qui était le plus, donc qui on pouvait accéder. C'était le temple d'Amon. Donc, c'est-à-dire le temple qu'on va étudier là ce soir. Et donc, c'est-à-dire le temple qui était consacré à Amenhotep III. Voilà, et donc là, Maxence de Chalvet, il a fait il est parti de cette optique comme quoi le plus important c'était l'image et la symbolique qu'elle évoque. Donc, il était assez proche d'une certaine philosophie de celle de Schwaller, hein, que Schwaller, bien évidemment, a par la suite développé. C'est-à-dire quand tu dis qu'il était assez proche d'une philosophie, c'est Alors quelle lui, philosophie justement? il était donc proche d'une philosophie dans le sens où il était passionné de symbolique, en fait. C'était quelqu'un Ok, qui se passionnait de ça et qui disait que chaque image n'était jamais là pour rien. C'est-à-dire il y avait toujours un sens, il n'y avait jamais de hasard dans la disposition des images, voilà, dans toutes ces choses-là. Donc c'était une personne assez remarquable quand même, hein. C'était quelqu'un de très intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, même si c'était juste des relevés, c'était qu'il était quand même assez simple à lire et c'était très sympathique. Voilà, il y a beaucoup d'égyptologues qu'on lit aujourd'hui qui sont, voilà, qui mettent énormément de phrases sophistiquées, des mots, voilà, un peu complexes et lui, voilà, il s'en embourbait pas de tout ça et c'était assez d'accord. fluide dans son phrasé, donc c'était très bien. Et donc voilà, il dit, clairement dans cette revue égyptologique, il dit que les bas-reliefs semblent, heu, dans un enseignement logique. C'est-à-dire que chaque bas-relief entre eux se suivait et donc c'est ce qu'il dit. Alors le premier, et c'est intéressant parce qu'il va dire que le premier à avoir révélé ça, c'est Maspero. Il a dit: «Tiens, c'est bizarre, on a l'impression que les bas-reliefs communiquent». Et lui, Maxence, il est allé plus loin et il a commencé à dire: «Ouais, mais en fait, c'est clairement une logique. Il y a une logique dans toutes les salles et chaque salle, en fait, se connecte par les bas-reliefs». Voilà. Bon, il s'est arrêté là, il n'est pas été, il a pas poussé l'observation comme Scholler, mais c'est déjà bien. Voilà. Juste Ensuite une oui, petite vas-y, dis-moi. remarque parce que moi en fait quand on parle de ce lieu, donc j'y suis allé Oui. et je pense toujours au rêve que j'ai fait. J'ai fait un rêve la nuit qui a suivi ma visite où j'ai revu, où je me rebaladais dans ce temple et je voyais tous ces bas-reliefs très très colorés et vraiment. euh, Alors, est-ce que c'est le rêve ou est-ce que c'était un peu ça dans la réalité? Très coloré, premièrement, mais je crois que c'était le cas. Et vraiment, j'avais l'impression de voir une BD en fait à ciel ouvert. Mmh. Est-ce que cet aspect-là, enfin, ça te parle toi par rapport aux recherches que tu as fait? Notamment après l'aspect BD, c'est peut-être un peu plus fantaisiste par rapport à mon rêve, mais l'aspect très très coloré de ces bas-reliefs. Alors pour l'aspect BD, je sais qu'il y a des égyptologues, alors là pour le coup je ne saurais pas te les citer, je ne m'en rappelle plus, mais il y a des égyptologues qui ont fait cette observation-là, qui ont dit que tiens c'est marrant, ça ressemble à une BD et Ah d'accord, ils ont carrément fait un article où ils te montrent, si tu veux à côté comment fonctionne une BD et comment en fait, certains bas-reliefs fonctionnent. Bon, c'est propre à certains bas-reliefs et je crois même que c'est des bas-reliefs qui sont tardifs, qui sont plus de l'ordre de la période gréco-romaine. d'accord. Mais les plus anciens bas-reliefs, donc vers le Nouvel Empire, voire même le Moyen Empire, voilà, les bas-reliefs sont plus complexes qu'une BD. Et oui, effectivement, comme le dit bien Schwaller, en tout cas comme il le suppose, tous les murs, tous les bas-reliefs étaient donc colorés.
était coloré et d'ailleurs même, la couleur, empêchait quelque part de voir même les jointures qui relient chaque, dessin entre eux. Enfin les jointures D'accord. donc des blocs, voilà et donc du coup on les voyait pas quand c'était, coloré comme Ah, ça. Après ça c'est intéressant. Par rapport à ce que tu vas nous dire après, je vais avoir des questions justement sur le fait que ce soit ouais, caché comme ça. Ok, ouais, ouais. ok, Mmh. Voilà donc par la suite, il a donc, de plus contemporainement donc sur la deuxième e 3 diapo, allez, alors nous avons Dominique Varou, qui est un égyptologue, voilà qui est d'ailleurs passé sur une chaîne YouTube, il y a environ 3 ans, et qui a d'ailleurs, dirigé l'expo de Toutankhamon, il y a 3 ans donc au Louvre. d'accord. Et donc cet égyptologue, alors il est très intéressant, il s'est basé en fait sur une ancienne thèse d'un autre égyptologue français qui s'appelle Yuri Volorin. Alors bon pour le coup je l'ai pas je l'ai pas exposé là, mais, Yuri Volorin avait relevé sur, des bas-reliefs et notamment sur les hiéroglyphes aussi, ce qu'il appelle la frontalité. C'est-à-dire Kesako. qu'on alors la frontalité c'est en gros c'est les dessins, des personnages qui sont de face. Les rares fois en fait où on les voit de face tout simplement et Yuri Volorin, avant Dominique Farou, avait déjà, relevé le fait que, tous les personnages qui sont dits de profil, enfin être de profil, ils sont on va voir en fait l'œil, de du personnage qui sera de face ou l'oreille qui sera de face ou et les pieds qui seront de profil, on aura les mollets ou les jambes quoi, donc qui seront de face. Donc c'est assez particulier, cette manière de faire et Dominique Farou, lui, est allé un peu plus loin et donc il a c'est ça qui lui par contre, il appelle ça la transposition. Intéressant. Du coup, là, c'est pas dans le même, registre que Schwaller. C'est ce que Il d'ailleurs fait on pas de référence à Schwaller? Parce ne que ça fait c'est un pas terme de utilisé par Schwaller dans son ouvrage. oui, 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 D'accord. mais pour le coup, il ne fait pas référence à Schwaller et il l'utilise d'une autre manière. C'est-à-dire que pour lui, tout ce qui c'est, c'est-à-dire la frontalité, donc le personnage qui sera de profil et en même temps qui aura donc des éléments ou des membres qui seront donc de face, pour lui, il va donc dire que c'est une transposition. Et donc la frontalité, c'est le fait que c'est le spectateur qui c'est-à-dire en gros les hiéroglyphes qui sont de face s'adressent au spectateur. Voilà. Il a fait ça. Alors c'est intéressant parce que ses travaux sont très intéressants parce qu'il est allé même dans la perspective qui sont en 2D et que c'est pour ça que d'ailleurs on voit des personnages plus grands que d'autres qui sont plus petits parce qu'en gros, bah, lui il est plus devant que les autres sont loin. D'accord. Voilà, C'est malgré la 2D, ils ont voulu faire une sorte de perspective, quoi, en gros. c'est ça, voilà, D'accord. exactement. Voilà, donc c'est un peu ce thème-là, mais qui a été développé par, Dominique Farou et avant lui donc Yuri Volorin. Mais on n'est pas tout à fait alors ça ressemble, ça il y a des choses qui peut, se débattre avec cette méthodologie, avec cette observation. Ça peut se débattre avec donc la transposition et la transparence de Schwaller de Lubix, qu'on va voir tout de suite après, donc, la 4e, Allez, suivante. voilà, Le donc fameux René René Adolphe Schwaller de Lubitz. voilà, donc c'est dans son temple de l'homme. Alors c'est dans un premier temps, c'est dans un autre livre plus petit, où il va évoquer cette observation, dans Le temple dans l'homme. C'est pas le même livre Mhm. et si tu veux, c'est plus un résumé, de ce qu'il développe dans son gros livre, Le temple de l'homme. Et dans Le temple de l'homme, il a donc déjà évoqué cette chose-là, mais il l'a développé beaucoup plus dans Le temple de l'homme et donc il va consacrer, au moins 5 ou 6 chapitres, uniquement sur cette, manière de faire. Donc, voilà, donc c'est très intéressant et donc pour le coup, c'est uniquement, concentré sur le temple de Luxor. Mm. Il n'a pas fait d'autres bas-reliefs, mais il suppose que ça doit fonctionner de la même manière.
Oui, il n'y a pas de Donc raison. Alors peut-être qu'on peut rajouter que donc ce temple qui a été fait en 18e dynastie, ça correspond, je crois, on est à peu près au milieu de la 18e, je crois. En tout cas, c'est le neuvième pharaon qui a commencé à entamer le oui, c'est truc. ça. On est dans une période faste. Faut préciser que autant l'ancien empire nous fait rêver avec ses pyramides 3 4e Mmh. dynastie. Après, il y a eu des cycles on va dire, de dégradation de la civilisation égyptienne. Et la 18e, c'est un peu la renaissance au début, ils chassent les Hyksos comment dire, qui dominaient l'Égypte à cette époque-là. Et c'est ce qui a donné ensuite la période faste avec des temples magnifiques, notamment tout ce qui nous reste de Ramsès II. Donc C'est ça, c'est juste pour poser le contexte, on est dans une période, on est censé être à l'apogée de la civilisation égyptienne. c'est ça, exactement, exactement. D'ailleurs, c'est ce que dit Scholler, je vais faire juste un petit aparté. Oui. Pour lui, sa théorie, son hypothèse plutôt, hem, il dit qu'en gros, c'est le temple qui a été construit à plusieurs périodes. Donc il y a eu d'abord la période, du Nouvel Empire, ensuite ça a été reconstruit, enfin il y a eu d'autres temples qui se sont construits par-dessus ou à côté, Mhm. heu, donc pour Ramsès II et cetera, donc un peu après, toujours au Nouvel Empire, mais même après, donc pendant la période gréco-romaine avec, sous Alexandre le Grand. Et donc même là, il dit qu'en fait, il y a une logique dans tout le temple. C'est pour ça que d'ailleurs, dans son hypothèse de base, tout le temple de Luxor représente un être humain. C'est-à-dire avec, donc chaque colonne, chaque statue, chaque, chose en fait qui sont disposées dans le temple, heu, et ne représente qu'un schéma, que le schéma en fait du corps humain, avec, tous ses membres, tous ses points, vitaux, les nerfs, les organes, voilà, il y a tout ça en fait qui sont, très précisés, dans son travail. Donc il fera l'objet certainement d'un autre, d'un travail, voilà, que je ferai plus tard. Mhm. Mais là, justement, là, sur l'étude qu'on va faire au niveau, donc ça se situe, en fait, au niveau du temple de Amenhotep III, qui est, beaucoup plus au nord, donc, c'est-à-dire le temple qui est consacré, comme il le dit, à la tête. Il Ouais, appelle c'est le ce qu'on va temple voir. couvert. Ouais. Voilà, c'est ça. Il va donc l'appeler le temple couvert parce qu'il y a, le crâne, parce que là, pour le coup, le temple, parce qu'en fait, si tu veux, il y a un temple qui est consacré, à la divine, c'est-à-dire qui a si tu veux, c'est un humain divin, et lui, ces humains divins n'ont pas de calotte crânienne, et c'est pour ça qu'il dit que chaque, divinité, les Néters, ont toujours des diadèmes ou alors tout simplement des couronnes, des choses qui sont posées sur la tête parce que leur calotte crânienne n'existe pas. Ils ont un rayonnement à la place. Donc c'est ça D'accord. qui les démarque, en fait, des humains normaux qui, eux, ont simplement donc une calotte crânienne comme tout le monde, et c'est ça, donc du coup, qui va relever dans le temple où en fait, il va y avoir des temples, des parties de temples, qui vont évoquer donc des êtres humains mais sans calotte crânienne, et un autre qui va être donc avec, calotte crânienne, qui va appeler donc le temple couvert. Voilà, comme celui de Luxor du coup qui est le temple couvert. Ok. Voilà. Alors C'est ensuite, intriguant. Pour ceux qui connaissent pas, ça doit être intriguant, ça, de se dire, tiens, un temple qui représente ouais, qui le corps représente même, humain c'est avec. c'est un c'est un peu farfelu. Oui, non, mais je peux Ça reconnaître peut que c'est sembler farfelu, tout à fait, ça peut sembler farfelu. je l'entends. Ouais, En tout cas, ça donne lieu à des planches magnifiques dans son ouvrage Le Temple de l'Homme. Il y a plein de planches comme ça où il fait oui, des analogies. Alors, je suis- j'ai à peine commencé à mettre mon nez dans ces ouvrages, mmh, mais en tout cas, rien que les planches, voilà, ça oui. donne envie de plancher dessus. Bah, il donne toute sa méthodologie, dans le troisième livre, dans le deuxième pour celui que tu as. Hem, il donne toute la méthodologie de comment il a fait les relevés sur les bas-reliefs, sur les mesures, voilà, sur les photos qui ont été prises, alors qu'il y en a qui dit, voilà, il y a des photos qui ont été prises, elles sont mieux, d'autres qui étaient beaucoup moins bien, donc il a dû faire
un relevé, direct, avec un calque et des trucs, voilà, un petit peu à l'ancienne, mais en attendant, ils ont fait vraiment, apparemment ils ont fait, ils étaient avec son équipe, il a fait quelque chose d'assez minutieux et d'assez correct. Donc c'est pour ça que je pense que les illustrations sont assez belles. D'ailleurs, elles sont reprises par des égyptologues, hein. Il y a pas mal d'égyptologues qui reprennent des illustrations de Schwaller pour, présenter leur thèse. Ah ouais, bah c'est chouette. Et est-ce que actuellement le site ressemble à ce que lui a pu étudier à son époque? Ou est-ce que ça a encore évolué? Je pense qu'il y a pas trop de changements. Ouais, Il y a pas tellement de changements, où il doit y avoir certainement d'autres choses qui ont été découvertes, mais déjà à son époque, il y a d tout était déjà bien mis en place, quoi. Donc voilà, c'était surtout au 19e siècle, c'était assez, bordélique, mais sinon, ça va, il a pu ok. travailler correctement, en tout cas. Donc quelqu'un qui aurait envie sur site de vérifier au-delà des ouvrages de Schwaller, il peut le faire, quoi. C'est ça, exactement. Mais pour rajouter une chose, c'est vrai que alors comme je disais, c'est vrai que ça peut sembler farfelu cette histoire donc d'être humain qui serait donc représenté en tant que temple. C'est par contre, il y a un égyptologue, avant lui, avant Schroeder, en 1930, qui était Étienne Drionton, que d'ailleurs je cite dans mon 1er article sur la cryptographie, parce que c'est lui qui a été le premier à, à travailler sur la cryptographie. Il l'a trouvé dans le temple de Medamund, alors qui est un autre temple pour le coup, et je crois qu'il est plus situé vers Saqqara, enfin à vérifier, hein, pour le coup je me suis pas suffisamment Mhm. bien concentré là-dessus, mais hem, lui il disait que ce temple de Medamund pouvait, représenter l'œil d'Horus, l'œil Udjat, c'est-à-dire l'œil avec l'arme et la petite spirale. Voilà, donc c'était son hypothèse qui n'a malheureusement pas été retenue, mais qui a inspiré Schwaller pour ensuite, supposer, le temple comme étant, un homme. D'accord. C'est ça qui est, c'est le travail de cet égyptologue-là qui a donné lieu à cette idée qu'on retrouve des proportions dans dans le widget, Alors, ou pas? c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est C'est ça. c'est c'est son travail à lui C'est son qui avait travail. fait, qui avait dit: «Tiens, c'est marrant, on dirait l'œil d'Horus tout simplement, l'œil Udjat qui est représenté dans ce temple» et il a fait des voilà, c'est des dans un petit fascicule, hein, c'était pas voilà. Il a fait des relevés en disant: «Voilà, il y a tel truc qui pourrait donc correspondre donc au sourcil, un autre truc qui pourrait correspondre à ça» et voilà. Mais ça n'a pas été retenu. D'accord. Il y a une analogie qui est faite aussi avec la glande pinéale Exact. de cet œil-là, qui ressemble étrangement, ou à moins que ce soit du purement au hasard, à une vue en coupe de ouais, de la glande pinéale. Oui, de la compagnie, oui. C'est l'épiphyse, justement, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est Scholler qui en parle, il en parle un petit peu. On va pas trop s'attarder dessus, mais il en parle un peu. Très bien. Donc de la prochaine image. Euh, Ouais, tu peux passer plus vite parce que bon, du coup, voilà, on a présenté le temple, là, on a le temple entièrement. ok, je peux continuer. Heu, la salle de dessus, voilà, sur le zoom, là, sur la prochaine, on va voir, donc la salle dans laquelle on va se concentrer. Ok. Donc c'est, précisément donc le temple tout en haut, avec donc, il y a 4 sanctuaires, 4 chambres. Donc on a 3 chambres, 3 sanctuaires qui est appelé donc les chambres secrètes et la salle hypostyle qui est celle donc, qui est une salle la salle 12. Enfin que lui en fait il les a numérotés, hein, et c'est lui qui a donné il y Mhm. a eu une autre énumération, énumération de 2 autres égyptologues dans une grosse encyclopédie qui ont analysé le temple, dans les années, 40-50 et qui avait fait, qui avait numéroté différemment les salles. Mais lui il les a renumérotées et hem et donc on a, dans ce temple en haut, on va avoir donc, 3 salles, donc salle 1, 5, 7 et la salle hypocile, donc la grande salle qui sera la 12. Voilà et c'est là qu'on va voir donc les transpositions et les transparences vis-à-vis des bas-reliefs. Ok. Donc je peux continuer. Ouais. Alors là, donc du coup, on a la première exemple de transposition.
Donc là, on a, si tu veux, pour, dans la salle, alors c'est vrai que là, du coup, il y a pas le il y a pas le temple à côté, mais bon, pour essayer de voir vraiment, c'est, on a donc la salle 1 qui est au milieu et la salle 7 donc qui est à notre droite et donc on va avoir juste le mur qui les sépare. On aura donc, heu, Amon avec son sceptre ou as, donc en blanc, Mmh. donc sur la paroi est, donc de la salle 1 qui est celle du milieu, donc Amon avec son septoise qui rentre dans qui se confond avec, enfin en tout cas le bout de son sceptre rentre dans les, vases de lait, c'est comme ça que c'est appelé et heu et donc ensuite on a l'autre en transposition. On va avoir un autre Amon qui est dans la salle 7, qui est en hachuré donc, qui lui, à son sceptre ou as, va correspondre pile à l'oreille interne, donc c'est-à-dire en fait là où se trouve d'ailleurs l'épiphyse, qui est la glande pinéale, donc de ce même Ammon, qui est représenté sur la salle 1. Donc là, on a affaire à une transposition. Alors là, juste je fais aussi une petite note, c'est qu'en fait, lui, il a une manière, une manière d'aborder la hiéroglyphie et les images, donc des anciens Égyptiens, enfin l'art égyptien en général, heu, très voilà, qui va enfin, en fait, lui, il appelle ça la philosophie vitale et en fait, cette philosophie, elle est assez particulière et très, très subtile surtout et c'est pour ça que, finalement, cette histoire de transposition, comme il appelle, il y en a pas beaucoup. Il y en a un peu, il y a des il y en a pas mal, enfin, en fait, il y en a quelques-unes, pardon, mais il y a plus de transparence, en réalité. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer pour que les spectateurs soient pas trop perdus, j'espère que c'est pas Mmh. le cas, la différence entre transposition et transparence, justement. Alors, donc, la transposition, c'est en fait, voilà, par exemple, là, ici, c'est très bien l'exemple ici. On a Amon qui fait le geste, donc avec son sceptre et on a un autre derrière qui va faire le même geste, mais en réalité qui fait comprendre qu'il y a un complément. C'est-à-dire que ça va compléter, ce que fait Amon dans l'autre salle. C'est-à-dire lui, il fait le geste pour pouvoir, avec il y a tout un jeu quelque part magique, dans cette espèce de rituel et donc son geste, est là pour, vitaliser en quelque sorte. Donc pour le Hammon de la salle 1, ce sera les vases et pour le Hammon de la salle 7, ce sera donc, le même Hammon en fait, mais pour le coup dans son oreille vis-à-vis de son oreille interne. C'est pour ça qu'il y a peut-être d'ailleurs il va parler de son, à un moment donné. Il va dire que les parois, des pierres, enfin des murs étaient peut-être propices à des systèmes acoustiques. Donc, du coup, je pense un petit D'accord. peu à l'égyptologue, Sibille Emrit, qui a fait des analyses, des relevés, acoustiques dans le temple de Dendera. Ça serait intéressant qu'elle en fasse peut-être avec son équipe, des relevés acoustiques sur, le temple de Luxor. Bon voilà, c'était juste la petite parenthèse, mais Mhm. pour revenir sur la transposition, c'est que là où c'est particulier, c'est après bon, pour la symbolique de Schwaller, elle est très spéciale, et complexe. C'est que, en gros, les objets, qui sont présentés par les anciens Égyptiens, par les figurations, sont des symboles ce qu'il appelle lui, ce sont des symboles synthèses et c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, le sceptre Ouas, donc que tient Amon dans la salle, de la salle 7 et qui donc, vitalise en quelque sorte l'oreille interne de l'Amon de la salle 1, n'est qu'en réalité le symbole synthèse de ce même Amon, c'est-à-dire du Amon de la salle 1. C'est-à-dire, c'est ça qui c'est en fait, ça relève la fonction.
C'est-à-dire ce Hamon-là, il a la fonction de vitaliser. Et il a la fonction en plus de ça, comme le sceptre, il a dans son idée le fait de conduire. C'est quelque part, on pourrait même le mettre enfin, c'est comme ça qu'il appelle l'énergie conductrice. Donc ça sera une énergie conductrice. Donc en fait, ce Hamon, il a pour fonction d'être une énergie conductrice. Et c'est ce qui est dit en filigrane, donc de cette manière subtile, par l'Hamon de la salle 7 derrière. Là, on est d'accord que les deux bas-reliefs sont dans le même axe, du coup. C'est ça, Il exactement. y a rien qui, voilà, il a pas, il y a rien qui a bougé. Et les joints qu'on voit, c'est que les joints de la part ouest de la salle 1 ou c'est, Oui, c'est que ouais, les d'accord. joints de la salle 1, exact, exact. Ok, oui, et du coup, en haut, là, les trois lignes qu'on voit, c'est quoi? C'est vraiment des. On a Alors, l'impression qu'il y a en haut, c'est quoi? C'est deux pierres l'une sur l'autre très fines, quoi. C'est vraiment alors ça non, qu'on a. je crois que alors c'est pas bien montré dans ce qu'il a dans son exposé, mais c'est en fait, je crois qu'il s'agit du hiéroglyphe du ciel, Pet, qui est très allongé pour D'accord. prendre tout le bas-relief en fait. Ok. Voilà, donc pour le prochain, du coup, pour le prochain exemple, c'est la même chose, hein, on a exactement le même procédé avec un autre mur. Voilà, et on va avoir pour le coup, donc là c'est assez particulier parce qu'on va avoir donc l'amone de la salle 5 qui va rentrer, donc qui est assuré, Mhm. et qui va donner donc, pareil, hein, qui va donner par son sceptre la vitalisation dans l'oreille interne de l'amone en salle 1, encore une fois. Mais on va avoir dans l'autre, toujours en salle 5, le roi, pour le coup c'est Amenhotep III, Qu'on qui a à gauche, là, du coup. voilà, qu'on a à gauche, Ouais. exactement, mais qui lui, le sceptre d'Amon de la salle 1, pointe directement sur le cervelet de Amon pour, si tu veux, le mettre en équilibre. Parce que quelque part, alors là, on le voit pas hyper bien parce que du coup, il est un peu pris, dans certains contextes, mais en réalité, dans tout le truc, c'est le seul qui est penché. Et on voit le buste penché. D'ailleurs, il n'est pas représenté comme les deux autres, lui, il est de profil, alors que les autres sont plutôt de face, les profils les deux autres profils. Ils sont aussi Ceux de profil, d'Amon, ouais, ils sont aussi de profil, mais c'est vrai que le corps est de face. Le corps est voilà. clairement de face, ouais. Ouais, ouais. Alors que lui, il est de profil. D'ailleurs, je crois même qu'il a un double bras. Son bras est dédoublé. Donc c'est intéressant, c'est une particularité qui développe plus tard, mais je ne sais pas si on pourra si on pourra l'aborder ça par contre, parce que c'est assez complexe. Voilà, donc pour le coup, ça c'était l'exemple de transposition. Maintenant, si voilà, on va voir l'exemple de transparence. Et juste une autre question, qu'est-ce qui Oui, oui. fait que euh, parce que en fait, tu dis que c'est pas quelque chose qu'on retrouve beaucoup, la transparence, mais comment tu dis que dans tel cas il y a transparence et dans tel autre il n'y a pas transparence? Parce qu'on a vu dans le plan des salles, il y a plein de salles tout autour. Comment tu fais la nuance entre ce qui est transposable et ce qui n'est pas transposable? Alors, Tu, tu c'est vois ce que je veux dire? oui, oui, alors 2 minutes, voilà, excuse-moi. Oui, alors en fait, c'est vrai que là, ça pourrait avoir tout l'air en fait d'une transparence, parce qu'on les voit juste derrière, un petit peu comme une vitre, donc c'est pareil. Ça peut en fait, on pourrait dire qu'il n'y a que des transparences, mais lui, pourquoi il fait une distinction avec la transposition? Parce qu'il dit qu'en fait, dès qu'on va avoir des personnages, qui font des gestes et que du coup leurs gestes, évoquent une fonction, dès qu'il c'est de l'ordre en fait de la fonction qu'il appelle lui, la fonction vitale, là il s'agit de transposition. La transparence pour lui, ça sera, le contenant et le contenu. C'est-à-dire que du coup, on aura en transparence, si on a un personnage, voilà, qui sera donc sur un bas-relief, en transparence, on va avoir quelque chose,
Ça peut être des hiéroglyphes, ça peut être, tout un tas de d'autres, d'autres choses en fait, qui seront donc à l'intérieur du personnage ou alors, au-dessus de sa tête ou bien d'autres trucs. Donc, c'est pour dire que ça complète, mais comme si que lui, le personnage lui-même devenait le contenant et il y aurait ensuite donc le contenu qui serait derrière. Voilà. Ça, c'est la transparence. C'est un Ok. peu différent, mais c'est la différence est assez infime, hein, c'est pour ça que c'est très complexe. Voilà. Mais là, c'est deux salles différentes, mais est-ce que c'est le même mur? Alors oui, c'est le même mur, C'est le même mur, c'est les d'accord. mêmes Oui, c'est blocs, pour ça que, oui, ok. exactement, oui, oui. La transparence, ça va être la même chose, mais avec la nuance d'accord, que tu viens d'apporter. Ok. C'est ça, c'est ça. Alors du coup, pour le coup, on a la transparence, Voilà. Là, ça parle. Là, c'est tout de suite parlant la transparence avec ce. oui. Donc ici, on a du coup un exemple de transparence. Alors comme il montre, hein, ça fait comme si c'était une vitre Oui. et alors là, pour le coup, la salle, elle est très intéressante. Ça se passe dans la salle, 5, c'est-à-dire la salle comme, si on se rappelle bien, le temple, c'est-à-dire c'était donc vers la gauche, toute la salle tout à gauche. Donc la salle tout à gauche, donc où il y avait au milieu la salle 1 et la salle tout à droite, c'était la salle 7. Et là, on a une transparence, mais bon après on verra, mais en même temps, il y a aussi une transposition, mais bon bref. On a donc une transparence qui se trouve entre la salle 5 et la grande salle qui est celle donc de la salle 12. Voilà, donc on va voir que on a en transparence dans la salle 5, on aura des boîtes qu'on appelle des boîtes à tissus et heu et dans la salle 12, on aura donc les tissus. C'est-à-dire que comme si que, à ce moment-là, voilà, comme on le voit là, on Ok. a Donc là, donc, d'accord, ce qu'on avait juste avant qui est mis côte à côte. voilà, alors je me suis trompé dans le dans le truc, normalement c'est le contraire. C'est-à-dire dans la paroi de la salle 5, c'est des boîtes à tissus, c'est à côté et là c'est les parois de salle 12, il y a eu un bug dans le D'accord. logiciel, bon c'est pas grave. Mais, voilà donc, du coup, ici on a les boîtes à tissus dans cette partie-là. Je sais pas si tu vois en plus là j'ai mis la souris, mais je sais pas si je fais avec la souris là, mais je sais pas si tu vois la souris? Non. Non, tu vois pas la souris, bah, c'est pas grave. Hem, Bah, là en fait on a donc dans la salle 5 on a les boîtes à tissus et on a ensuite à côté les tissus qui se trouvent juste au-dessus. En fait, si tu fais la transparence, ça se trouve juste au-dessus des boîtes à tissus. Ok. Voilà et on a 4 tissus qui doivent aller donc dans les 4 boîtes qui sont vides. Voilà, D'accord. donc Donc alors, attends, c'est si je peux montrer, donc les tissus sont présentés ici. Toi, tu vois ma souris normalement oui, de ton oui, oui, côté. je vois Voilà. ta souris. Donc ça, c'est les quatre tissus qui sont. Enfin, c'est les hiéroglyphes qui représentent les tissus, c'est ça, hein, C'est ça, c'est ça. C'est les hiéroglyphes qui qui représentent les sont présentés tissus. sur un plateau. Et les quatre boîtes, c'est celles-ci, C'est qui sont ça, les unes sur les autres ici, là. c'est ça, Clac. c'est ça et puis juste au-dessus, en fait, quand ça fait en transparence tous les 2, quand ils sont superposés, bah, ça va faire, on va avoir donc les tissus qui se trouvent juste au-dessus, en fait. Pour dire Ok. que les 4 tissus doivent se trouver à l'intérieur des boîtes. D'ailleurs, même si tu vois ici, il a détouré, le bloc, à droite, pour Oui. dire qu'il y a des hiéroglyphes, justement, donc qui montre qu'il y a l'offrande qui dit que le roi fait les offrandes de tissus et ces hiéroglyphes, c'est les 4 tissus, mais qui tombent pile sur une des boîtes. Oui. Voilà, donc bon, c'est pour dire que quelque part, les 4 tissus doivent aller dans les boîtes, tout simplement. Et puis donc on a la même transposition, aussi, où on va voir donc le Hamon, qui a son sceptre Oas, encore une fois, qui va vitaliser le rayon interne de l'Hamon ityphalique cette fois-ci, là où il y a les boîtes à tissus. D'accord. Donc on a une correspondance entre l'axe ici C'est ça, et ici, là. Clac. exact, exactement. Ok. Ce qui est dingue, c'est Ouais. que, enfin, tout est dingue en fait dans ce machin. C'est on voit ces murs là qu'on appelle à d'autres endroits les murs cyclopéens, ces gros murs avec des Mmh, petites pierres oui, incrustées. Alors là, pour le coup, elles sont pas traversantes, hein, de ce que j'ai vu, le petit bloc qu'il y a ici, là, euh, oui. c'est Osiris là, lui?
Ou c'est le... Non, là, c'est Amenhotep. Ah, et avec sa couronne de... Ok. Avec la couronne de Khnum. Ouais, Oui, avec la couronne de Khnum, tout à fait, les cornes de Khnum. Oui, donc on voit là ce petit bloc là, bah, ce bloc là, il est pas traversant, il c'est est ça. Il y a une petite pierre encastrée, exact. Et tu le vois aussi, hein, encastré. On en a une là ici aussi. tu le vois en On se dessous. dit mais ça sert à quoi d'avoir fait des trucs pareils? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il explique sur certains cas pourquoi il y a ça. D'accord, Il explique, alors on ne pourra pas le voir aujourd'hui, mais je prépare justement quelque chose pour ça d'ailleurs, parce qu'en fait, c'était tous ces chapitres, c'était mélangé. Il y avait la transposition, la transparence et il y avait également les joints. Donc j'ai dû séparer pour vraiment essayer de d'accord. bien, parce que le sujet était vraiment très, très concentré là-dessus, c'était assez difficile de retirer, les trucs quand même importants. Donc il m'a fallu, un petit moment. Mais oui, ça fonctionne si tu veux un petit peu comme des parenthèses, des guillemets, des trucs comme ça, voilà, tu vois? C'est un Ok, peu que ça fonctionne un petit peu comme ça, dans son ok. Je dis ok parce que je vois vaguement, mais c'est quand même d'une complexité ah beh, oui. incroyable, qui Bah, mériterait non, autre chose qu'un simple ok. On est d'accord, hein. non, mais C'est, c'est, il fallait y penser, quoi. ouais, C'est clair. ouais, il y a derrière une réalisation qui est assez complexe, hein, avec ses petites Mmh, pierres, etc. mmh, Il y a une pensée forcément complexe aussi qui va avec, hein, c'est mmh. clair, hein. On le devine en tout cas. Ouais, ouais, exact. Alors pour la suivante, pour la diapo suivante, il y a un truc très intéressant qu'il a relevé et donc Ah, c'est pour ça qu'il a fait ça. Donc voilà, je montre une des trucs, qui sera, a abordé peut-être, un de ces jours, quand j'aurai le temps de bien m'occuper du temple, et de l'homme. Hem, Quoi qu'il en soit, il va montrer ici que tout ce qui est de l'ordre donc de ces 4 salles, c'est ce qui correspond aux zones du cerveau. Ce qu'il y a donc au niveau du cerveau, donc de l'être humain. Et on a, là, dans le temple qu'on a à côté, donc à droite, on a les 3 salles en haut. Ces 3 salles, vont correspondre en fait à des zones donc spécifiques. On va avoir donc l'épiphyse qui correspondrait pardon à la salle, 1, mhm. l'hypophyse qui correspondrait à la salle 7 et ensuite on aura donc le bulbe olfactif qui correspondrait à la salle 5. Alors Heu, attends, je vais essayer quand même de les montrer. Donc la salle 1, elle est ici. voilà, c'est ça, Et on a une correspondance ici c'est avec ça, c'est ça, l'hypophyse. exact. Ensuite, tu as parlé de la salle 7. La salle C'est 7, c'est derrière, juste à droite, tout à droite. c'est celle-ci, la salle 7. Voilà, c'est ça, Voilà, exactement, celle-ci qui voilà. correspond avec l'épiphyse qui est ici. Qui On est voit un peu derrière, mieux ici, juste là, là, en voilà, fait, hein, c'est en ça, gros, clac. ouais. Et tu disais là, Et après donc on a tout devant, la salle la 5, 5. voilà, La c'est 5, tout à la gauche, 5 tout à à gauche. gauche. Ah oui, bah celle-ci. Ouais, en gros, c'est Voilà, les deux celle-là, qui, les c'est trois qui ça, sont côte à côte, quoi. c'est ça. Ok. Et la transparence, qui met en évidence, elle se trouve, justement là, c'est-à-dire, voilà, j'ai pas la souris, mais si tu veux, elle est juste, là sur la salle 12. On a la grande salle et on a la transparence entre la salle 5 et la salle 12, sur le mur là qui dépasse avec la petite entrée. Je sais pas si tu vois? Non, je suis perdu. D'accord, Donc la salle on est sur ces trois salles-là. Est-ce qu'on est dans cette zone-là dont tu me parles là, ah tu là, parles? tu me montres avec le cerveau. Oui, alors, Ouais, là je suis à gauche, pardon, sur le. Oui, oui. c'est près de l'Uraeus, près du serpent. Ok, donc c'est ici, c'est ça Voilà, là. c'est ça, Ok, c'est ça. d'accord. Juste ici et Et on ouais. vas-y. Non, mais justement, ma question c'est comment il a fait cette. Alors C'est ça, quoi, c'est c'est quoi son point de départ pour trans. je l'aborderai plus en détail avec un truc, mais tu fais bien de poser la question. En fait, ça vient d'un bas-relief. Un bas-relief du roi, justement. Ok. Alors c'est un des bas-reliefs qui se trouve justement dans la salle 12, au niveau de la salle 12, je crois, hein. Genre c'est à vérifier encore une fois, mais en tout cas, c'est dans ces salles-là. C'est à ce niveau-là Donc c'est ça et qu'on voit en fond, en fait, un petit peu à gauche là, avec l'Uréus, et puis on ne c'est sait pas ce ça, qu'il a voilà. au niveau de sa coiffe. Ok. Exactement, c'est ça. Donc c'est en fait, c'est le roi, je crois, qui a un certain âge, qui n'est pas encore complètement adulte,
Ça, c'est encore une étude à faire et à approfondir. Et donc ça, il a simplement superposé ce visage avec le roi, la tête du roi, sur les salles. Et pour le coup, il montre que ça correspond à pas mal de choses. Et d'ailleurs, il va dire que la transparence, donc là où se trouve le mur, justement là où il y a le Raeus, on va Mhm. avoir la connexion entre salle 5 et salle 12 par le bas-relief, donc la transparence, qui montre les tissus. Et ces tissus, donc on dit c'est le hiéroglyphe Ramnet. Et ce hiéroglyphe-là, alors c'est les tissus, donc comment on appelle ça? De la, déesse, d'une laitière, reine Hénouthet, qui d'ailleurs on la voit sur les bas-reliefs, elle tient des étoffes elle se trouve juste derrière le roi. Et donc ces tissus-là, l'apparence en tout cas de ces hiéroglyphes ressemble fortement au bulbe olfactif. Donc qu'on a généralement donc au niveau du cerveau. Donc du cerveau, Mhm. donc le bulbe olfactif fonctionne avec des paires de nerfs qui partent, dans 4 endroits. Donc c'est-à-dire ça va faire un peu comme un truc comme ça. Là, on les voit d'ailleurs, on le voit ici si on se rapproche un peu. On voit là qui ça part, vers le nez et on a donc les paires de nerfs qui partent donc du mur ici là en fait, qu'on appelle d'ailleurs la lame criblée. C'est comme ça qu'on appelle ça en D'accord. voilà, en anatomie. Donc la lame criblée qui d'ailleurs donc en fait la lame criblée c'est c'est vers en fait vers le nez là, qui est le haut du nez et on a donc c'est de l'os simplement qui est criblé pour laisser passer les nerfs, pour pouvoir, ensuite fonctionner un petit peu. C'est cette zone-là, là, en dessous de l'uréus, en fait? C'est Ici? ça, c'est Ah, ok. voilà, c'est ça. Il y a Ok. c'est un tas de trucs et il y a plein de nerfs ici, qui s'étalent en fait sur 4 directions de la salle 12 d'ailleurs. Heu et c'est pour ça que ces 4 directions correspondent en fait aux 4 tissus. C'est ce qu'il dit, Scholler, vis-à-vis de ça. Et donc sur la prochaine diapo, tu vois qu'en fait, on a bien cette ressemblance entre le bulbe olfactif qu'on retrouve dans le cerveau. Donc là, il montre un cerveau vu, par sa face inférieure, donc de haut en bas et cetera. Et Mhm. on a donc le bulbe olfactif de cette manière et qu'on retrouve en fait comme étant les tissus, en hiéroglyphe. Alors on dira: «Ah mais c'est incroyable», enfin en tout cas lui c'est ce qu'il dit. Il dit: «C'est incroyable, ils avaient, pu réussir à trouver, enfin à comprendre le système du bulbe olfactif». Heu, Néanmoins, on a un égyptologue contemporain qui s'appelle Richard Alain Jean, qui est spécialiste dans la médecine, de la médecine, et de la médecine égyptienne donc. Il a étudié les papyrus, médicinales, le papyrus Ebers, le papyrus, Elohim Smith, et qui parlent donc du bulbe olfactif. Enfin, ils en parlent, dans le sens où en gros, parce qu'ils disséquaient les, les défunts et c'est-à-dire Oui. qu'ils enlevaient d'ailleurs par le nez, le cerveau quand il s'agissait du roi, ils enlevaient par le nez tout le cerveau. Donc ils avaient très bien pu conna pouvaient très, très bien connaître le bulbe olfactif. Après, la manière, parce que c'est comme ça qu'il dit que par la symbolique, c'est ce que dit, Schwaller. Il dit: «Par la symbolique, on comprend par le biais des tissus, donc du hiéroglyphe du tissu qui fonctionne comme un ficelage». Donc c'est quelque chose qui est très qui va s'effiler. Voilà, qui fonctionne il va donc s'effiler exactement comme les paires de nerfs du bulbe olfactif. Donc quelque part, on a D'accord. la fonction vitale qui est bien représentée au niveau du Mais cerveau, comme le on, montre Schwaller. on est d'accord que le hiéroglyphe du tissu, là, qu'on voit en haut à droite, Mmh. il est censé représenter un tissu comme le tissu de nos vêtements, quoi, hein. C'est ça, c'est le tissu de nos D'accord. vêtements. Mais, Mais mais il y a une symboliquement, analogie c'est ça, symbolique c'est ça. et même représentative, hein, purement. Oui, Enfin, oui, oui, ok, oui, oui. c'est ok, Mais c'est ça intéressant. c'est ça c'est ça qui est intéressant parce que en Bah oui. fait, dans la philosophie qu'il essaie de développer, heu,
c'est c'est ce qu'il appelle la philosophie vitale. C'est-à-dire que tout va être concentré sur la vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tous les symboles, tous les hiéroglyphes sont concentrés en fait sur l'existence de l'être humain et comment en fait il doit vivre d'une certaine manière avec la sagesse, avec l'enseignement et tout ça, et comment en fait les symboles hiéroglyphiques représentent ça, représentent ses fonctions. Donc c'est assez, mais pour d'autres, et qu'en plus de ça, ça s'enchevêtre avec une des fonctions très tribales et banales, qui est de simples tissus ou des étoffes pour des trucs, tu vois? Donc, et quelque part, Oui, oui. c'est superposé à quelque chose de vital. Donc c'est assez, voilà. Ouais, c'est intéressant, hein. Mmh. Voilà, donc après pour la prochaine diapo, j'essaie un peu de me repérer en même temps parce que il y a eu beaucoup de trucs qui étaient dits. Ah oui, OK. Voilà, bon ça c'est particulier. Ça va demander un peu plus de temps maintenant. Ça fait combien de temps là? Ah ça fait presque 1 heure. Il nous reste une demi-heure. Ouais, ouais, ça va. Heu, alors, là on a quoi? On a en fait, toujours, on est toujours sur le même mur, hein. Donc là on est sur le mur de la salle 12. Ouais, on reconnaît la pierre, la grosse pierre à gauche là qui est un peu C'est surlignée en noir. c'est ça. Et donc, sur cette salle, on va avoir donc tout un rituel en fait. Une dédicace à Amon, tout simplement, Mhm. et donc ça va parler des tissus, forcément, et là, on va avoir en fait une transposition, pardon, on va avoir une transparence, excuse-moi, puisque là, il s'agit bien, pour le coup, dans la subtilité qu'il démontre, c'est que les hiéroglyphes, lorsqu'ils se superposent sur des individus, il s'agit de transparence et non de transposition parce que, pour le coup, c'est juste une explication d'un enseignement. Ça complète un enseignement. Et donc, ça, si tu veux, ça va indiquer les gestes des individus par le biais des hiéroglyphes. Donc, il s'agit d'une transparence, il n'y a pas de vitalisation quelque part à ce niveau-là. Ça explique simplement le geste. Ok. Donc, donc là, on va avoir les écriteaux qui se trouvent au-dessus des tissus, qui vont parler des tissus, et on a dans la salle 5, on va avoir donc un autre bas-relief, et là, pour le coup, ce bas-relief-là, donc vers au milieu, il se trouve juste au-dessus des boîtes à tissus qu'on a vu tout à l'heure, Ok. qui étaient donc en transparence avec les tissus, et heu et donc là, en fait, bah, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis juste au-dessus, dans le même angle que les écriteaux parce que, plus à droite, on va avoir donc l'écriteau qui se superpose sur, donc le couple Amon et Amonette qu'on a derrière. Ok. Voilà, qu'on a donc, ici au milieu, mais, à droite, vers la droite. Et donc, là, ça devient intéressant parce que on va avoir, donc le rituel qui parle alors c'est les paroles de René Noutet, parce que bon, René Noutet, c'est celle qui se trouve donc dans la salle 12, en bas à droite, en bas, ah pardon, à gauche, à notre gauche, tout à gauche, on a, une déesse, donc elle est un peu effacée là, mais, Celle qui est elle là, là. elle voilà, c'est ça, et elle tient les étoffes, elle s'appelle donc Reine Noutet, et donc, bah, du coup, toute la dédicace, c'est René Noutet qui l'évoque. Et donc il dit, voilà, donc, je te donne les tissus et cetera. Elle va dire ça, et surtout quand elle va dire, quand il y a écrit donc: «Tu apparais en elle, tu es parfait en elle, en ceci un nom des 4 tissus Menchet, elle s'unit en toi, en ceci un nom d'étoffe Idmi». Alors, ça a l'air un peu complexe comme ça, mais en fait, c'est quand il dit: «Tu apparais en elle» et cetera, heu, ça montre tout de suite, c'est superposé en fait, l'écriteau qui dit: «Tu apparais en elle», c'est juste superposé sur, donc tout à droite, sur Amonette, et donc Amonette, elle,
elle fait elle dit en fait, elle dit: «Tu reçois». C'est ça, elle dit: «Tu apparais en elle et tu reçois». Donc tu apparais en elle, tu parfais en elle associativement des 4 tissus, donc elle s'unit en toi, voilà ça. Elle s'unit en toi et un peu au-dessus, c'est tu reçois le tissu. Tu reçois elle lui dit 2 fois: «Tu reçois le tissu, tu reçois cet œil d'Horus» parce que le tissu est comparable à l'œil d'Horus, justement. C'est un Pourquoi pourquoi ça, t'as cette comparaison? parce que alors là, pour le coup, c'est en fait pour dire que l'œil, il fonctionne comme un tissu. C'est-à-dire c'est des tissus, je me rappelle plus comment ça s'appelle d'ailleurs, des tissus de l'optique, enfin qui des nerfs optiques, Mhm. et que d'autres égyptologues ont fait ce travail aussi. Ils ont analysé le texte, donc le rituel et ils ont dit voilà le l'utérus, c'est quelque part, constitué de ce tissu-là, des étoffes. Et mais quelque part, moi, ça me fait vraiment penser à la lampe pinéale qui se trouve juste derrière, mais bon bref, Exactement voilà. pareil. Pour moi, c'est à ça que j'étais en train de penser. Voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est très sympa parce qu'on va avoir un hiéroglyphe. Bon là, on le voit pas très bien malheureusement, c'est très dommage, mais on voit que là sur le bas-relief du milieu, Amonette qui lève une main. Et Ouais. voilà, elle lève une main et elle tient un autre truc qui est une espèce de balance, en fait, c'est la fête Cèdre. Mhm. C'est un truc parce que justement c'est consacré à la fête et tout ça et quand le hiéroglyphe qui est superposé aux mains, il y en a 2, elle est écrite 2 fois, c'est le hiéroglyphe «Tu reçois» et là où c'est aussi très intéressant, bon j'ai pas pu l'exposer ici, c'est, dans le tombeau de Ramsès IX, on va retrouver ces hiéroglyphes-là, du terme, «tu reçois» et ce hiéroglyphe, il est juste à côté de déesses qui, vitalisent avec la main comme si c'était donc un flux vital qu'elle, qu'elle faisait générer de la main, D'accord. sur un défunt. Il y en a 2 en fait qui sont, il y a le tombeau au milieu, il y a deux déesses qui sont debout avec les mains et on a des espèces de pointillés qui sortent comme ça. Ça, c'est sur le tombeau de Ramsès IX et on a donc ces hiéroglyphes et qui dit en gros, bah, tu reçois simplement le flux vital pour la vie et cetera. Donc là, on a la même chose avec Amonet, mais c'est pas dit explicitement pour le coup. On n'a pas de hiéroglyphe à côté, par contre, il est en superposition, en transparence sur, sur le geste d'Amonet. D'accord. Voilà. Voilà, donc là, c'était la c'était la présentation sur sur ce bas-relief-là et on a un dernier cas. Voilà, alors pour le coup, c'est sur un bas-relief plus haut, dans la salle 5, toujours. Là, on a les boîtes à tissus tout en bas, on va avoir tout en haut, donc ce bas-relief qui se trouve à gauche et on a dans la salle 12, à la même hauteur, Alors attends, les un boîtes à autre tissus. Ah oui, tac tac. Attends, je les vois pas les boîtes à tissus là. On est où? Elles sont où ces boîtes à tissus? À gauche ou à droite? les boîtes à tissus là, c'est à gauche. Bon, en fait, c'est tout en haut. Là, je les ai coupées, mais si Ah, tu veux, c'est un bas-relief très très haut, quoi. En fait, d'accord, d'accord. il y a plusieurs, D'accord. il y a plusieurs étages. J'essayais de En me fait, repérer, d'accord. Ok. voilà, en vrai, il y a 3 registres et donc il y a 3 registres sur la salle 5, donc du bas-relief et il y a 3 registres sur la salle 12 de son bas-relief et donc dans la salle 12, on va avoir donc le roi qui va, heu donc oindre en quelque sorte, donc il va jeter l'eau, sur Amon. On a donc, Ouais, il l'a à raté, hein, gauche ça passe par-dessus, hein. oui, ça fait et mais justement c'est intéressant parce Ouais. que là ce qu'il fait, sur ça, c'est en transparence, encore une fois. En fait, il arrose le roi, pardon, le Amon, pardon, qui est derrière et il fait Ok, et l'autre celui qui est en c'est ça, transparence ici, celui là, qui est en au transparence, milieu, ça peut-être. voilà, Oui. c'est ça Ok. et que tu trouves d'ailleurs, à gauche, en haut. Tu le retrouves, juste à droite, en fait, tout à droite, à gauche.
Je sais pas si tu vois? Bon, enfin bref. Bah, c'est celui-là, là. Voilà, Attends, c'est oui, c'est ça, oui, oui, celui-là. c'est celui-là, exact, exact. Mmh. Donc en fait, l'eau est jetée sur lui et donc là, bon là, il y a plein de subtilités, je veux pas trop rentrer dans tous les détails, mais bon, on a donc, sur le bas-relief de la salle 12, donc en bas, on a donc, à gauche, on a des vases rouges et à droite, on a les vases blancs, voilà et on a une D'accord. les 2 moutes parce que le en fait, là, il s'agit de l'enseignement, hem, de la coagulation en quelque sorte, puisqu'on va avoir les 2 moutes qui se trouvent en haut, qui dit être la matrice, la mère, en quelque sorte. C'est pour ça, j'aime beaucoup les travaux de Enel, heu, de son vrai nom, Badiromovitch Skariatin, qui a analysé le terme moute. Il a parlé donc comme quoi c'était la maternité, la mère et quelque part la matrice et donc là où en fait, l'être humain va commencer à se former et donc on a le signe chêne sur, ces 2 moutes, qui annon qui que selon Scholler de Lubix, va annoncer donc une ossature, quelque chose qui va donc se relier entre eux, voilà et donc voilà, donc quelque part on a affaire en fait à quelque chose qui est enfin comme un être humain qui est en train de germer en réalité. Et D'accord. donc, pour l'autre pareil, hein, on va avoir donc le vase blanc qui arrose. Pour le coup, bah, c'est, je crois que c'est Amonette. Oui, c'est ça, c'est Amonette qui fait ça. Voilà, qui, heu, qui se reçoit donc qui se reçoit l'eau. Alors après, pour quelle signification ça? Il le développe sur un autre, truc. Donc c'est pour ça, c'est très éparse. Il est pas pour le coup, Schwaller, il est bien, mais il est pas pédagogue pour un sou. Donc c'est très compliqué, de bien le comprendre. Voilà. Donc mais en tout cas, là, c'était juste pour présenter. Il donne, cette présentation, il dit: «Voilà, il y a ça, il y a ces transparences, ces transpositions». Dernier cas aussi, dernier exemple, on voit un écriteau en bas au milieu, donc sur la droite et ça parle d'offrande de Le truc qui est en fruits. colonne, là? Ici? C'est ça. Ok. Juste au milieu, en colonne, on voit en fait D'accord. des offrandes, enfin ça parle d'offrandes de nourriture et de fruits. Or, sur le bas-relief en question, il n'y a pas de nourriture ni de fruits. Par contre, on va l'avoir en transparence juste derrière. D'ailleurs, on le voit bien, au-dessus là, tout l'espèce de table avec plein de nourriture et de fruits qui se trouve donc pile, en fait, sur l'écriteau. Alors attends, tchac tchac, on est devant le, on est, c'est là, ça c'est le Voilà, plateau de fruits ça? c'est Ok, ça, un plateau de fruits avec tous les fruits au-dessus ok, en dessous, tous les piles de fruits en dessous. Enfin de fruits et de nourriture bien entendu, il y a pas que des fruits. ok. Donc là, ça, bon, là à droite, on parle d'offrandes, il y en a pas, elles sont en transparence Exact, c'est de ça, l'autre côté. Ok, c'est ça. Alors ensuite, donc dans sa conclusion, il dit que en fait, c'est, les la salle 5 en particulier, parce que c'est sur ça qu'il s'est surtout concentré, la salle 5 en relation avec la salle 12, la grande salle, ça serait c'est son enseignement, c'est par rapport à, au sens olfactif et quelque part, ça joue le rôle de discernement et ce discernement sera donné par le serpent, donc l'Uraeus qui sort du front. Pour ça, quelque part, en fait, il va mettre en relation, ce qu'on retrouve avec, Adam et Ève, avec la Bible et le serpent. Mais ok. voilà, mais c'est bon, ça, c'est encore autre chose. Mais quoi qu'il en soit, c'est si tu veux, ces salles représentent donc comment dire? Les fonctions vitales qui se retrouvent au niveau du cerveau, pour chaque salle donc, il y a une fonction vitale dans le cerveau et à chaque fois, il y a un enseignement à en tirer et donc dans la salle 5, l'enseignement à tirer, c'est le discernement parce que tout est dualité, dans cette salle. Tout est, fait en polarité. D'ailleurs, il fait ce qu'il appelle un croisement. Les 2 moutes, les 2 vautours qui se retrouvent là, au-dessus du roi, Mhm. qui tiennent le chêne. Il y en a un qui a la tête donc, d'un vautour
et l'autre qui a la tête de Horus. Alors c'est vautour, c'est Nerbet qui est la rouge. On appelle les Nerbet la rouge, heu, qui se trouve là au-dessus en fait du Donc roi. le vautour, il est à droite, il est là. C'est ça, c'est ça. Qui se retrouve au et le Nerbet la rouge se trouve au-dessus du roi qui balance l'eau du vase blanc, et on a, le vautour, donc celui avec la tête d'Horus, qui pour le coup lui il est blanc, c'est le lumineux, Horus le lumineux, qui ou l'Horus d'or plutôt, qui lui en fait, se trouve, être juste au-dessus des vases rouges. Donc on a un croisement, c'est ce qu'il appelle comme il appelle donc un croisement, et c'est une polarité en fait, et donc c'est ce caractère duel, qui est annoncé en fait comme ça. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Waouh, waouh, waouh. Ouais, c'était intense. C'était intense, et ils avaient vraiment, on en revient là, hein, pensée complexe, hein. Oui, 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 oui. Oui, je confirme, oui. Oui, en tout cas, si on aborde, l'Égypte avec la pensée des Scholler, encore une fois, parce que c'est surtout la pensée Scholler qui est très complexe, que je ferai peut-être, justement un travail dessus, sur la symbolique de Scholler, parce que j'ai vu qu'il y avait certains comme ça qui faisaient un travail sur les symboliques des personnages, des personnes comme ça qui ont fait des essais là-dessus, et donc je me suis dit: «Il y a personne qui a fait un essai sur, la symbolique de Scholler, bah, je pense que je vais peut-être le faire». Parce que, et donc du coup mettre en relation avec tous ceux qui ont travaillé sur la symbolique, et voir, s'il y a quelque chose de vraiment solide vis-à-vis de ce que dit Scholler. Mais dans ce que j'ai pu lire, il y a, à mon avis, il y a pas mal de choses qui tiennent la route, quoi. Je veux dire, c'est assez, assez solide, sur pas mal de points, et quelque part ça rend si tu veux, cette, cette Égypte, avec une logique, qui est très différente de la nôtre, en fait. Très Tout à fait. différente de notre façon de penser, et ça va très, très loin. C'est-à-dire que d'ailleurs, il va même dire que, par exemple, les anciens ne voyaient pas, la forme, c'est-à-dire pour eux, la forme n'avait aucune importance. C'était ce qui était à l'intérieur qui était important. C'est ce qu'il appelle donc la fonction vitale. C'est ce qui est tout ce qui est à l'intérieur, et donc quelque part, on va dire ésotérique, puisque c'est ça qui ça veut dire donc ésotérique en grec, donc intérieur, ce qui est à l'intérieur. Est-ce que ça se retrouve du coup sur comment dire? Excuse-moi, je vais Est-ce qu'il y a changer une de place. distinction qui est faite entre les organes externes et les organes internes? Parce que là, on a vu en gros les organes internes au cerveau. Est-ce qu'il y a la même chose pour, je sais pas, les oreilles externes, les yeux, ou pas du tout? Parce que tu dis, Oui, par rapport au temple, tu veux dire? ouais, par rapport au temple, par rapport Ouais, ouais, d'accord. Il y a tout qui est, en gros, il y oui, a tout l'être humain des pieds à la tête c'est ça, qui serait décortiqué. exactement, D'accord. exactement. Il y aurait un truc intéressant à faire aussi, que je pense se faire bientôt, c'est, tout ce qu'il, parce qu'en fait, si tu veux, il a analysé le papyrus Ebers et le papyrus Edwin Smith, qui sont des papyrus, médicinales, et il les a décortiqués. Il les a d'ailleurs même, donnés, à connaître à des médecins généralistes de son époque, Mhm. et qui ont été fascinés, par la précision et les détails donc de chaque organe, de chaque, nerf, et de paire de nerfs, qu'ils connaissaient. Donc c'est plutôt pas mal. Alors du coup, je pourrais mettre ça en relation, en tout cas confronter, son sa manière d'aborder, les papyrus avec donc le travail de l'égyptologue Richard Alain Jean, qui a aussi donc analysé les 2 papyrus, et qui lui aussi en tire quelque chose, d'une conclusion. Alors peut-être pas tout à fait pareil, hein, forcément, puisqu'il n'a pas la Mhm. même philosophie que Schroeder. Mhm. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vu quand même qu'il a repris certaines analogies qui, à mon avis, viennent de Schroeder, et il l'a pas cité. Bon, après je sais pas, peut-être qu'il a eu la même idée, on n'en sait rien en réalité, mais Mhm. par exemple, il va montrer le scarabée, que où la carapace, en fait, le dos du scarabée correspondrait aux sutures du crâne. On va voir donc
Ah ok, Le oui, je vois bien, mmh, l'analogie me voilà, parle direct en plus. Ok, voilà et donc bah, Richard Allingeant reprend ça, en fait. Et il va reprendre cette analogie qu'avait fait, Schwaller, par rapport à ça et c'est super intéressant. Je pense que ce travail-là, fera l'objet d'un gros article, sur les papyrus médicinales, en confrontation entre Schwaller et Richard Allingeant. Voilà. très bien. Eh ben dis Voilà. donc, waouh. Ouais, c'était Ce fut dense, ce c'est fut clair, dense. c'est clair. Euh, T'as des choses à rajouter? Faut que je réunisse mes esprits, savoir si il y a des questions qui me viennent moi de mon côté. T'as des trucs à rajouter par rapport à ça? Heu, alors, bon après il y a tellement de trucs à dire, c'est En tout cas, mais du c'est une bonne entrée en matière déjà de oui, prendre connaissance de cette idée de transposition de transparence. Les exemples là, sont assez parlants. Il y a des trucs où on voit effectivement en fait, certains bas-reliefs ou certains textes hiéroglyphiques semblent dénués de sens. Et à partir du moment où on va faire ces transparences et ces transpositions, ben là, il y a des sens supplémentaires et surtout des correspondances. Donc, ça, pour moi, c'est c'est ça. assez intéressant. Après, le truc aussi, la question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que on en fait quelque chose au-delà de la simple connaissance de la pensée égyptienne? Ou est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Est-ce que, à ton avis, est-ce que déjà on peut aller au-delà de la connaissance de la pensée égyptienne? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose pour nous aujourd'hui de Ah! ces connaissances, de cette mentalité, de Heu, cette Bah, déjà oui, je pense que ça si on pénètre réellement, cette connaissance-là, en tout cas cette mentalité plutôt, ça nous permettrait peut-être de voir les choses différemment. C'est-à-dire de comprendre en tout cas notre situation, dans la vie, de pouvoir les appréhender, les accepter, mieux, de mieux accepter en fait les événements et pour le coup, trouver en fait, une voie beaucoup plus initiatique en quelque sorte. Donc c'était un petit peu ce qu'il essaye de présenter en fait. Ok, Et voilà. D'ailleurs lui c'était ça, c'était son objectif, enfin ça a été le parcours de sa vie, c'était, de trouver, vraiment la voie vers la pure initiation, telle qu'il était, réellement transcrite, au tout début des temps quoi. Donc c'était son objectif, principal, voilà. Mais ok. mais pour lui, oui, c'est en gros, il montre que le temple, c'est pour ça qu'il y a tellement de choses à dire. Il montre que le temple, correspond bien à un être humain, bon, selon son hypothèse, mais que aussi comme l'être humain, il le désigne comme étant alors on a le macrocosme, on a le microcosme, mais l'être humain n'est pas le microcosme. Il le désigne comme étant l'anthropocosme, c'est-à-dire qu'il est entre les 2, Oui, entre le macrocosme et le microcosme et qu'en fait, tout ce qui est, donc c'est pour ça qu'il mêle quelque part l'astrologie dans cette histoire, dans le corps humain, parce que chaque membre, chaque zone de l'être humain correspond en fait à un signe astrologique. Et donc quelque part, le temple lui-même sera, orienté avec ces signes astronomiques, en quelque sorte, par rapport à différents axes, parce qu'il a relevé, plusieurs axes, que le temple avait. Voilà, c'est pas c'est bi il y a des axes qui sont superposés. Ça c'est très, très, très bizarre. ok. Oui, il me semble Très, très, avoir très vu bi des bouts de planches là, en cherchant les planches là, ouais, d'avoir vu des trucs dans ce sens-là. ouais, ouais. Bah, c'est ça. C'est ces choses-là. Donc c'est pour ça que quelque part, il y a des correspondances même avec les planètes. C'est-à-dire il va y avoir des correspondances avec des salles qui correspondent à des planètes, donc il y a plein de choses comme ça. Donc du coup, ça me fait penser un peu à ton planétarium Ah, pour oui, le coup. bah parce que moi l'autre question qui me vient, je sais qu'on en avait un peu parlé en off, c'est
cette façon de faire, on voit bien que là c'est beaucoup plus expressif, on va dire, de par les bas-reliefs et aussi les textes. C'est beaucoup Mmh. plus expressif que ce qu'on a à l'époque, aux toutes premières dynasties. Mais est-ce qu'on peut faire un parallèle, voilà, parce que par exemple cette façon d'agencer les pierres, on la retrouve déjà. Par exemple, dans le temple de la vallée, on le retrouve sur le plateau de Gizeh pour la quatrième dynastie. Mais donc à l'époque, on n'avait rien quoi. Dans les On avait rien. pyramides, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de machin. Mais est-ce que éventuellement on pourrait retrouver euh, de manière plus primaire, sans que ce soit péjoratif, cette façon de transcrire une sorte de d'enseignement, on va dire, mais de manière plus simple à C'est l'époque possible. de l'Ancien Empire. C'est bien possible, oui. Je pense que qu'il devait avoir ces choses-là, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait pas de dessin, parce que bon, pour le coup, ils avaient pas besoin, de transmettre, leurs pensées par des dessins, en tout cas pas au début, mais oui, c'est possible que pour le coup, l'enseignement devait se transcrire d'une autre manière. Il y a, par contre, une personne que j'ai, trouvée très intéressante aussi, c'était, qui date de la fin du 19e siècle. C'est un sculpteur qui a beaucoup étudié l'égyptologie également et donc la hiéroglyphie, les signes, hiéroglyphiques et tout ça Mhm. et il dit que les temples, correspondraient en fait à, un organisme vivant. Alors ça ressemble énormément à ce que dit Schroeder, parce qu'il dit que le temple, il fonctionne exactement comme un germe, d'une plante qui croisse et il dit que dans leur philosophie, les anciens Égyptiens, voyaient ne construisaient pas un temple comme ils construisent une maison, mais ils construisaient un temple comme si c'était quelque chose qui croissait comme le germe d'une plante. D'accord. Voilà, donc ça correspond un peu avec ce que dit, cet auteur donc Émile Zolgy, qui dit que le temple ressemble réellement à un organisme donc d'une forêt, en fait et qu'on va avoir, tous ces, toutes ces pierres qui sont empilées les unes sur les autres, comme il dit, ça va, faire un petit peu ça va faire comme si c'était des racines qui s'entrecroisent, qui se croisent, qui font des donc peut-être les justement, on pourrait peut-être mettre en lien et je crois que c'est d'ailleurs ce que fait plus ou moins Schwaller, le fait que, tous ces blocs agencés d'une manière bizarre, seraient aussi le l'ondulation donc des plantes ou de l'organisme vivant, voilà, en tout cas végétal, organisme végétal. D'accord. Voilà, donc voilà. Ouais. C'est oui, 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 c'est très mais bon, allez, j'essaie de mettre le plus possible, en relation avec les égyptologues sans non plus aller trop dans la chose, enfin rentrer dans des trucs, trop farfelus Oui, bien sûr, quand même. carrément. Ben, C'est là, alors, de toute façon, on est loin du truc du farfelu avec dans tout ce que tu nous as présenté, hein. Euh, oui, c'est j'ai plutôt l'impression que si un égyptologue aujourd'hui veut se lancer, c'est pas forcément une voie facile, euh, clairement. voilà, de s'y Il y a engager. Que c'est peut-être pour ça que personne a réellement pris le relais de Schwaller de Lubis, ou en tout cas pas comme lui l'a fait, parce que lui, il y a consacré, voilà, une grosse partie de son existence, quand même. c'est pour ça d'ailleurs qu'à son époque, il y avait en fait, ça s'est séparé en 2 groupes. Il y avait les égyptologues qui refusaient, la symbolique telle qu'était présentée par Schwaller. Et il Mhm. y avait des égyptologues qui, eux, en fait, étaient complètement d'accord avec cette, façon de penser et qu'ils appliquaient, en fait, cette façon de penser comme, Clément Robichon, Alexandre Vary. Il y avait d'autres, égyptologues comme ça qui faisaient partie de ce groupe qui voulait, heu, mettre en avant cette mentalité-là. Alors que les autres, justement la combattaient, carrément. Enfin, il y en avait en tout cas qui la combattaient, d'autres s'en foutaient, ne voulaient pas rentrer là-dedans et d'autres par contre, la combattaient, rudement. Voilà. Mais ça veut dire qu'en gros, ils en restent dans ce qu'on a vu, par exemple, l'exemple de la boîte de tissu, ils en restent on va dire pour le coup, à une explication purement matérialiste alors du coup, et ils écartent ou Bah, pas à pour ce ça oui, point-là, parce pour que
C'est quand même Pour ces évident, comme le nez au milieu de la figure, que les Égyptiens avaient une pensée spirituelle et symbolique très forte, au-delà de l'aspect matérialiste des choses. Tu disais qu'ils ne voyaient pas les choses, en tout cas pour Schwaller spécialement, ils ne voyaient pas la forme, mais ils voyaient l'essentiel avant la forme. c'est ça. C'est quand même, c'est quand même assez évident. Dès les premiers textes qu'on a d'eux, on part pas du tout dans le matérialisme. Quant à les textes des pyramides, c'est pas du tout. Bien entendu, il y a tout un il y a déjà, il y a tout un il y a tout un comment dire? Une modalité d'expression avec des jeux de mots, la plupart du temps, donc ça prouve bien quelque part qu'ils veulent essayer de transmettre quelque chose de plus profond. Mhm. Si on mais il y a c'est ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on d'ailleurs tous ces travaux, sont assez récents. C'est-à-dire l'égyptologue que j'ai présenté tout à l'heure, Dominique, Farou, c'est un égyptologue qui a ses travaux datent de 2017, donc Oui, c'est assez récent tout ça. Il y a on a, Jean Ouinan, ou enfin l'égyptologue belge Jean Ouinan ou encore Valérie Angenot qui sont très proches quelque part, de cette symbolique. Alors même si bien entendu, il reste encore, dans dans un dans un contexte grammatical, parce qu'ils vont dire voilà, on dit les hiéroglyphes, enfin les Égyptiens présentent ça comme ça, ils font ça, et cetera. Bon, c'est assez, on va dire, c'est surfacé un petit peu, mais ça rentre quand même, dans certaines subtilités. On sort un peu de la banalité de certaines choses et quelque part, en fait, si pour l'époque de Scholler, ces choses-là, par exemple, tout ce qu'il montre au niveau de la médecine avec le cerveau et tous ces trucs-là, était, étonnant pour son époque, c'est-à-dire on était encore dans les années 50. Aujourd'hui, quand j'ai enfin, comme j'ai lu un petit peu les travaux de Richard Alain-Jean, il dit que c'était tout à fait, normal, qu'ils connaissent tout ça. C'est-à-dire, c du coup, il y a une évolution quelque part de mhm, dans voilà. C'est-à-dire que voir le temple comme étant la reproduction d'un homme, aujourd'hui, ça serait peut-être pas aussi déconnant que l'époque de Scholler. d'accord. Voilà, c'est ce que je pense, hein. Après, Mhm. ça demanderait à Faut espérer, hein. Faut espérer parce que là, oui, oui, bah, il y ça a plein de belles demanderait choses encore à à mettre au jour au débattre. final. C'est ça, c'est ça. Bah, c'est pour ça qu'heureusement d'ailleurs, on peut rentrer en contact avec les égyptologues. Ils sont tous, je crois que j'en ai trouvé pas mal sur Facebook. C'est, D'accord. voilà, on peut rentrer en contact avec eux, on peut leur parler, on peut même peut-être les inviter, sur les chaînes pour que justement on puisse débattre, de certaines, points de vue. Voilà, ça peut voilà, c'est Et il faut pas enfin, il faut pas qu'ils voient mon planétarium alors hein, si. ouais, bon, ouais. Non, mais bon, c'est bon, Mais en tout bon, cas en tout cas, voilà, c'est assez, son travail est on pourrait le qualifier de colossal et ah surtout, oui, de voilà, il est précis sur tout un tas de choses, donc voilà, j'ai pas encore fini de de tout l'étudier, quoi. Voilà. Ça sera pour la prochaine fois. ça marche. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. C'était passionnant. Y a Voilà, ça change des sujets qui peuvent être traités sur la chaîne. Et ouais, moi, j'aime bien ça, justement, d'aller voir un petit peu ailleurs. Il y a plein de choses à voir. Et notamment, voilà, moi, je suis très focalisé sur voilà, la phase pyramidale. Mais voilà, quand je t'écoute là et quand je vois les travaux de Scholler de Lubitz, ça me donne envie aussi de continuer dans la chronologie et d'aller, ne serait-ce d'aller rejoindre cette 18e dynastie où il y a plein de choses incroyables. oui, 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 c'est vrai. Donc, écoute, Exact. ouais, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire des comme ça. Ah Parce que oui, je sais que la j'espère première qu'on aussi avait faite avait bien plu. Et voilà, il n'y a pas de raison que ce soit différent sur celle-ci. Et ouais, et j'espère qu'on aura l'occasion de traiter d'autres sujets. ouais, Et pas ouais, ouais. forcément d'ailleurs que Schwaller, etc. Je sais que je suis très bar à bar en ce moment, par exemple, et je sais Ouais, que tu as ouais, ouais. des Bah, choses à se j'ai dire.
J'ai étudié un peu le son surtout, à ce niveau-là. Voilà. Là récemment, là hier soir, entre hier soir et ce matin, j'ai lu les, les l'article concernant la psychoacoustique, donc les effets, psychologiques qu'avait l'acoustique, dans les grottes anciennes ou même dans les temples, voilà. Donc ouais, c'est intéressant, quoi. Ah bah, très bien, écoute, ça donnera l'occasion d'autres émissions, Oui, puisque moi, c'est l'aspect sonore, je le garde pour la fin. Un peu comme dans le ouais, film Barabar, je le garde pour la fin. Une fois que j'ai fini de modéliser toutes mes grottes, etc., il y a un peu l'aspect historique aussi que j'aimerais bien quand même traiter. Et même si je suis pas certain qu'on ira bien loin de ce côté-là, mais et après, l'aspect sonore, ouais, ça m'intéresserait ouais, de, oui, voilà. oui. Et puis bon, cette émission va sortir après, mais il y Mmh. aura, donc du coup, il y aura eu le Café Barabar Ouais, c'est ça. C'est qui dans vrai. la bonne chronologie a lieu demain, mais qui aura déjà eu lieu quand vous regarderez cette émission. Mais on aura l'occasion d'en faire d'autres, voilà. Parce que je D'accord. sais que l'aspect sonore va ressortir, enfin est ressorti puisqu'il est déjà passé, et d'autres aspects aussi, Bah, d'autres aspects assez intéressants. je ferai certainement enfin, je vais certainement préparer quelque chose d'autre sur les joints, tous les jointures, les guides de Oui. lecture vis-à-vis des joints, parce que je crois que lui, il trouve 3 façons de voir les joints, en fait. Et il appelle ça les joints de correspondance, les joints de Mhm. oh, je m'en rappelle plus. En tout cas, voilà. Oui, c'est Il vrai en montre qu'on a, des on, tu es là du coup, ceux qui nous ont écoutés ont pu voir ce que c'était que la transparence et la transposition, en tout cas pour le temple de Luxor. On a vu qu'il y avait, on a parlé vite fait, hein, et des petites incrustations de pierres, et puis mmh, surtout il y a des formes bizarres dans ces pierres qui auraient pu, voilà, qui sont pas simplement taillées en parallépipède. mmh. Donc voilà, il y a aussi cet aspect des joints qui aurait une signification qui est développée par Schwaller et que toi tu commences aussi à Voilà, que je vois étudier petit à petit, ouais. Ouais, c'est bien. ça. Ah ben, écoute, ça fait plein d'autres occasions de venir Exact. parler de ces sujets-là. Très bien. OK, très Bon, bah bien. écoute, on Bah, va pas écoute, faire plus long que ça. On est dans les ça timings. marche. Je Ouais, te remercie pour ton intervention. Et puis, voilà, je dis aux spectateurs, Michael reviendra sûrement pour parler d'autres sujets, notamment ceux qu'on a évoqués là. Merci à toi, Michael. merci à toi aussi. Bonne Merci beaucoup. soirée et bonne soirée à ceux qui nous regardent. À très bientôt. À très bientôt. Salut.